Des villes et des hommes, une émission proposée en partenariat avec Eiffage. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour notre émission mensuelle des villes et des hommes consacrée aux villes et infrastructures durables et résilientes. Aujourd'hui, nous traiterons d'un sujet un petit peu plus éloigné des chantiers, mais qui n'en est pas moins en lien direct avec nos activités, le lien entre finance et développement durable dans notre secteur. Alors, il est vrai qu'on a longtemps opposé de façon peut-être un peu simpliste, d'un côté, l'efficacité économique, le pragmatisme, la rentabilité, et de l'autre, une forme d'utopie sociale et environnementale. Cette façon d'opposer artificiellement finance et développement durable semble avoir vécu, et il y a d'ailleurs juste un an, en janvier 2020, le Forum économique mondial de Davos, le temple du libéralisme, établissait que pour la première fois de l'histoire, les 5 risques les plus importants qui pèsent sur les organisations économiques étaient tous liés à l'environnement et aux conséquences du dérèglement climatique. Et de fait, les organisations internationales comme l'ONU, l'OCDE et puis aussi des organisations financières comme le FMI, les autorités de régulation ont toutes intégré désormais les risques liés au climat et alertent face aux effets systémiques possibles. À côté de cela, les attentes sociales restent toujours très vives, avec une prise de parole active de la société civile sur le modèle actuel que nous vivons dans nos sociétés, et dans un contexte en plus de crise sanitaire mondiale aux multiples conséquences. Cette entrée en force dans le débat économique des sujets environnementaux et sociaux, de ce qu'on appelle en économie d'ailleurs les sujets extra-financiers, interroge en profondeur le rôle de l'entreprise privée, les conditions d'acceptabilité de ses activités, voire sa contribution à l'intérêt général, que ce soit réglementairement ou par la société civile. L'entreprise est désormais ouvertement questionnée sur sa gouvernance, son éthique des affaires, ses performances sociales, ses performances environnementales qu'elle doit mesurer et dont elle doit rendre compte. Pour parler de ces questions stratégiques d'actualité, j'ai le plaisir d'accueillir en plateau Christian Casser, directeur financier du groupe Eiffage. Bonjour Christian. Bonjour Valérie, bonjour à tous. Brice Javot, senior manager du département développement durable de KPMG. Bonjour Brice. Alors, première partie, l'entreprise questionnée. Des villes et des hommes, le débat, première partie. Ce questionnement des impacts sociaux et environnementaux de l'entreprise n'est pas nouveau, il faut quand même bien le dire. Et si on établit une chronologie des grands jalons, on se rend compte que ce sont souvent à l'aune d'événements extrêmement graves, voire de traumatismes à l'échelle internationale, qu'un certain nombre de prises de conscience ont pu émerger, et prises de conscience dont les législateurs se sont fait l'écho par la traduction dans un corpus de règles. Alors Christian, je me tourne vers vous. On pourrait faire remonter l'histoire à plus loin, mais dans les années 80, il y a quand même pas mal de sources avec des événements très graves qui ont amené finalement à une prise de conscience en matière extra-financière. Oui, c'est exact. On peut penser spontanément à de grandes catastrophes sanitaires qui ont marqué l'esprit des populations, des politiques. Je pense tout d'abord à la catastrophe de Seveso en Italie, c'était en 1976, on s'en rappelle, qui a donné lieu à la fameuse directive européenne Seveso. Elle a été ensuite revue à plusieurs reprises, à 3 reprises, je crois, au gré d'autres catastrophes sanitaires qui sont intervenues, comme celle de Bhopal en Inde en 1984, avec, dans ce cas-là, plusieurs dizaines de milliers de personnes de victimes. Exactement. Ces événements dramatiques sont devenus quasiment des cas d'école, étudiés à l'université, et ça amène à modifier la réglementation. Christian, je pense notamment au scandale Dupont aux États-Unis à la fin des années 90. Voilà des cas très graves, puisqu'on a Dupont aux États-Unis en 1998 qui a contaminé des nappes phréatiques qui alimentaient 70 000 habitants. Et puis la fameuse affaire Enron dont on a tous entendu parler, c'était en 2001, cette entreprise américaine qui avait organisé son business model en exploitant les excès de la déréglementation de l'énergie en Californie. On connaît la suite. Lorsque les pratiques ont été dévoilées, il y avait en plus des malversations comptables. Enron fait faillite, 20 000 salariés se retrouvent à la rue, des milliers d'épargnants et de retraités se trouvent ruinés, et puis leur cabinet d'audit comptable, le fleuron de l'époque, Arthur Andersen, disparaîtra aussi dans la tourmente, donc des conséquences, on le voit, extrêmement graves. C'est d'ailleurs l'un des grands déclencheurs d'une loi très fameuse, la loi Sarbanes-Oxley aux États-Unis. Elle aussi, jalon majeur dans l'histoire des obligations de reporting des entreprises. Brice, je crois d'ailleurs que c'est l'une des seules lois aux États-Unis qui encadre le système comptable américain. Tout à fait, Valérie. Effectivement, à la suite du crash boursier de 2001 et puis en prolongement avec les scandales Enron ou WorldCom en 2002, les USA décidèrent d'encadrer le tout avec une réglementation plus stricte en matière de production d'éléments comptables et financiers et de créer une agence indépendante de régulation, bien entendu. En France, en 2002,
il y a une loi qui a fait date, qui est la loi NRE sur les nouvelles régulations économiques et qui demandait aux sociétés cotées de produire dans leur rapport de gestion comment les enjeux environnementaux et sociaux liés à la conséquence de la mise en place de leurs activités étaient gérés. Donc ça, c'est un élément où la pierre fondamentale des enjeux RSE au niveau français. Et ce qu'il faut rappeler, c'est qu'en 2003, l'AMF, l'autorité des marchés financiers français, a été créée pour encadrer la production de ces différents documents de référence. Oui, finalement, le début des années 2000 est très prolifique pour l'essor de l'extra-financier. Au niveau des organisations internationales et de l'ONU en particulier, le mouvement s'organise. Je crois qu'on peut citer le Pacte mondial. Tout à fait. Le Pacte mondial ou Global Compact a été lancé en 2000 au sommet de Davos par le secrétaire général des Nations Unies, donc Kofi Annan à l'époque. Alors, c'est une initiative volontaire, internationale, qui mobilise les acteurs privés pour pouvoir adopter une attitude, on va dire, socialement responsable, basée principalement sur les principes à date, donc relatifs au respect des droits de l'homme, aux libertés fondamentales et internationales du travail, l'OIT, au respect de l'environnement et à la lutte contre la corruption. On pourrait citer d'ailleurs le pendant financier du pacte mondial, qui sont les principes de l'Équateur, qui datent de 2003 et qui imposent la prise en compte de critères sociaux, sociétaux, environnementaux dans les financements de projets, selon des principes édictés par la Banque mondiale. Absolument. Alors, parallèlement à ces premières prises de conscience et obligations de reporting, on assiste à l'émergence de ce qu'on appelle la notation extra-financière avec des agences spécialisées. Pour l'essentiel, elles évaluent la démarche sociale, environnementale et de gouvernance des entreprises et puis établissent une note, une évaluation, un rating à partir de critères qu'elles ont toutes d'ailleurs élaborés chacune de leur côté, puisqu'il n'y a pas vraiment d'harmonisation dans ce domaine. Alors, à la différence de la notation financière, ces agences de notation extra-financière sont rémunérées par des investisseurs. Alors, nous avons le plaisir, pour nous en parler, d'écouter un spécialiste, Patrick Dumière, enseignant sur les questions de développement durable à Sciences Po et à l'École centrale et dirigeant de la société Ecolearn. Patrick Dumière, question pour vous. Alors que dans les années 2000, on assistait à l'essor de la notation extra-financière, les agences sont aujourd'hui moins nombreuses et souvent anglo-saxonnes. Alors quel regard portez-vous sur la grande diversité des méthodes de notation et leurs résultats parfois très divergents pour une même entreprise ? Cette question est en cours de débat, elle n'est pas du tout achevée, tranchée. On est vraiment au milieu du gué sur la définition de ce qu'on va appeler une métrique RSE, une métrique développement durable, et qu'on appelle dans le langage international extra-financier ou en anglais non-financial. En fait, on est parti d'un constat, c'est que la dimension sociétale de l'entreprise, on ne savait pas l'appréhender. Et tout le monde disait, il y a 20 ans, vous n'y arriverez jamais. Des efforts ont été faits à travers des initiatives d'experts de la comptabilité notamment et du durable, à travers ce qu'on appelle la GRI, pour poser les premiers indicateurs, une logique de transparence et une approche des flux ou des phénomènes, des impacts fondamentaux des entreprises. On est arrivé aujourd'hui à une situation où on maîtrise la dimension environnementale assez largement, pas tout, la dimension sociétale assez moyennement et mal la dimension sociale, et ces informations demandées aux entreprises, soit à travers un reporting obligatoire en Europe, soit essentiellement aux États-Unis à travers la demande des investisseurs, vont dans les tuyaux, les systèmes d'information des agences dites extra-financières qui aujourd'hui, c'est vrai, ont été rachetées par les agences financières américaines. Donc là, on est à un moment très crucial parce qu'il y a un peu une compétition entre Europe et États-Unis pour savoir qui va établir ceci. Est-ce que ça va remonter au système de contrôle de la comptabilité internationale, les IFRS? Peut-être. Les Américains veulent vraiment avoir une vision très pro-investisseur. Les Européens aimeraient qu'on attache plus d'importance aux questions sociétales. Et il y a énormément de débats. Et à Bruxelles, des groupes de travail sont en train de revoir la directive qui précise ces obligations. Donc voilà l'état du jeu. Il est à la fois important pour mieux cerner la valeur des entreprises et en même temps, c'est un débat un peu géopolitique aujourd'hui sur comment on va valoriser les entreprises. Alors peut-on espérer une normalisation de la notation extra-financière selon vous ? Alors, elle est demandée par tout le monde parce qu'elle serait bien commode pour les entreprises. Ça simplifierait quand même la vie si tout le monde rapportait, puisqu'aujourd'hui, on a beaucoup d'informations, mais pas de comparabilité possible.
Et donc c'est très 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 gênant, même sur des choses assez fondamentales comme les émissions de carbone, l'impact sur la biodiversité ou sur même la façon de traiter ce qu'on appelle le capital humain. Donc la standardisation est nécessaire, elle est demandée, elle pose des problèmes d'approche philosophique, effectivement. On a ce qu'on appelle une matérialité, c'est-à-dire comment on aborde les enjeux en Europe, qui est à tendance sociétale, sociale, et pas simplement environnementale, pas simplement sur les grands impacts. Aux États-Unis, elle est avant tout la demande des investisseurs sur la gestion des risques. Donc, si on arrive à surmonter ces défis un peu philosophiques, ce qui devrait être possible, si les groupes de travail ici et là veulent bien croiser leurs informations, on pourra y aller. Mais il y a des enjeux très très forts derrière, qui sont des enjeux aussi de business, c'est-à-dire que qui contrôle les chiffres, contrôle les indices, contrôle les classements et a une influence aussi sur le suivi des choses. Donc, je crois que c'est pas possible de dire aujourd'hui si ça va mettre 2 ans, le mandat qui a été donné à la Commission pour aboutir sur sa nouvelle directive, ou si ça va mettre 5 ans ou 10 ans, et avec un fait que les Chinois rentreront pas dans le jeu. En l'occurrence, la volonté est forte. On va trouver sur une partie des points communs, et il restera quand même des débats de méthode et des débats sur pas mal de sujets pour les années qui viennent. Donc c'est en construction, c'est en progrès, c'est aussi en compétition, et ça n'est pas stabilisé avant quand même quelques années. Alors Patrick l'a dit, ça n'est pas stabilisé, mais on constate quand même depuis quelques années que la notation extra-financière s'intéresse particulièrement aux risques directement liés aux conséquences du dérèglement climatique. On pense notamment spontanément au grand projet, le Carbon Disclosure Project, le CDP, qui est la plus grande base de données mondiale sur les émissions de gaz à effet de serre des entreprises et des collectivités locales. Brice, est-ce que vous pouvez nous en parler ? Tout à fait. Valérie, le CDP, c'est une organisation internationale à but non lucratif qui a été créée en 2003. Alors, elle est bien implantée dans le sens où les investisseurs sont très intéressés par cette notation qui collecte, comme vous le disiez à juste titre, près de 10 000 entreprises sur les données environnementales et a fortiori climatiques et plus de 800 collectivités locales. C'est une campagne de reporting annuel qui, dans les premières années, portait sur les indicateurs extra-financiers liés aux émissions de gaz à effet de serre et qui maintenant est de plus en plus liée à la compréhension de la stratégie climat, les politiques d'atténuation et de remédiation et les plans d'action que mettent en place les entreprises et les collectivités. Alors, la notation crée une émulation au niveau des entreprises soucieuses de démontrer la prise en compte de ces enjeux au niveau de leur communication, mais bien entendu de leur stratégie. Et je crois d'ailleurs qu'Eiffage a obtenu la note A-. Vous croyez bien. Oui, cette année. Et donc, ce qui est une très bonne chose, puisqu'au niveau du BTP, si je ne me trompe pas, la moyenne du secteur au niveau européen est égale à la note C. Oui, et puis on peut ajouter aussi que la notation CDP est en accès libre. N'importe qui peut se mettre sur le site du CDP et consulter la note de l'entreprise. Et je pense que ça aussi, ça contribue largement à l'émulation. Alors Christian, je me tourne vers vous. Il y a un autre jalon majeur qui a été la COP21 en 2015, qui finalement a été dans notre pays, mais pour le monde entier. On en a beaucoup parlé de ces accords de Paris, notamment pendant la présidence Trump. Donc, en 2015, les signataires décident de contenir le réchauffement climatique d'ici 2100 sous la barre des 2 degrés d'augmentation moyenne par rapport au niveau pré-industriel et de poursuivre les efforts pour limiter la hausse, si possible, à 1,5 degré. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que finalement, ça représentait pour les états-majors financiers des grandes entreprises réellement un tournant dans leur prise de conscience et que vous avez commencé à ce moment-là à anticiper la possible dépréciation des actifs qui seraient trop carbonés? Oui, tout à fait, c'est marquant. Et ce qui est encore plus marquant pour moi, c'est le fait que l'ensemble des directions financières et stratégiques des groupes ont inclus un processus d'analyse climatique dans leur stratégie de croissance externe. Donc ça, c'est pour moi marquant. On l'a clairement vu. On a vu l'inflexion des politiques de croissance externe, par exemple des énergéticiens depuis cette époque, qui ont vraiment marqué un tournant vers les énergies renouvelables. Tout à fait. Alors, en même temps, les efforts d'inscription dans cette stratégie 2 degrés, qui était celle des accords de Paris, aujourd'hui, on nous dit que c'est totalement obsolète et qu'il faut faire encore plus d'efforts vers une trajectoire plus stricte d'augmentation moyenne d'1,5 degré. Oui, bon, alors on peut s'interroger, comme toujours, sur le relèvement permanent des objectifs. Ce qui est certain, c'est que
ce tournant de 2015 a permis de progresser. Les entreprises ont appris à mesurer leurs propres émissions sur les scopes 1 et 2, c'est-à-dire les émissions directes et indirectes. Et cette obligation réglementaire, indéniablement, a aidé. Puis je crois qu'au-delà de cette photographie que représentent les calculs, c'est vraiment l'inflexion, j'ai dit, de la stratégie des entreprises pour décarboner leur chiffre d'affaires qui est décisive. Et en ce sens, la méthode publiée en juillet 2017 par la TCFD a été un véritable tournant et structure la démarche. Elle vient structurer la démarche. Oui. Alors, pour nos auditeurs, la TCFD, c'est la Task Force on Climate-Related Financial Disclosures, donc le groupe de travail sur la diffusion des risques financiers liés au climat. Ça peut paraître un petit peu complexe et pardon pour nos auditeurs, mais c'est vraiment un tournant dans le reporting environnemental dédié au climat et nous entamons donc notre deuxième partie sur ce sujet. Des villes et des hommes, le débat, deuxième partie. Donc, cette TCFD, alors, à l'initiative de la TCFD, c'est le G20 en 2015 qui confie un travail à l'ancien maire de New York et financier, banquier, Michael Bloomberg. Il y a tout un groupe de travail, donc plurinationalité, pardon. Cette méthode est achevée et publiée en juillet 2017. Et là, à stupeur, le succès est immédiat, bien qu'il s'agisse bien sûr d'un reporting totalement volontaire. En fait, quelques chiffres, près de 60% des plus grosses entreprises cotées dans le monde soutiennent déjà la TCFD avec une croissance de 85% ces 15 derniers mois. 50% des entreprises du classement global, tout indice boursier confondu, sont alignés sur les recommandations de la TCFD contre 38% seulement l'an dernier. Et puis pour le CAC 40, en 2020, 22 entreprises sur 40 revendiquaient leur alignement sur les recommandations de la TCFD et communiquaient de façon précise sur les 4 piliers. Nous allons y revenir. Brice, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus en détail cette TCFD et les 4 piliers de reporting ? Tout à fait. Alors, vous l'avez très bien dit, la TCFD, c'est une demande de reporting qui ne demande pas de communiquer sur les risques climatiques, mais sur les risques financiers liés au changement climatique. Et c'est ça qui est une étape majeure. Donc, la TCFD, c'est un cadre qui propose une douzaine de recommandations qui s'appliquent sur 4 piliers. Un pilier qui porte sur la gouvernance, donc comment l'entreprise a mis en place une gouvernance pour appréhender les risques climatiques et leurs impacts financiers. Ensuite, la stratégie de l'entreprise pour pouvoir y pallier en capturant le 3e pilier qui sont les risques, et bien entendu, mais surtout les opportunités par rapport à cela. Et puis ensuite, le 4e palier qui sont des métriques, donc les indicateurs et les objectifs court, moyen et long terme que peut prendre l'entreprise par rapport à cela. Donc ce cadre, pourquoi il a eu autant de succès, c'est que, encore une fois, lorsque l'on parle de risques financiers liés au changement climatique, ça répond à la question clé que se posaient les investisseurs, qui était de se dire « je suis prêt à investir et à piloter mon portefeuille d'investissement par rapport à une transition énergétique et écologique vers un monde décarboné. Mais pour ça, j'ai besoin de piloter avec mes outils que j'ai à ma disposition, qui est la gestion des risques. » Et donc, dès lors que les entreprises peuvent communiquer sur ces aspects-là, ça permet de documenter mieux la prise de décision d'un gestionnaire de portefeuille ou d'un investisseur, ou même d'un financeur, que ce soit de projet ou d'une entreprise. Oui, alors finalement, c'est une petite révolution quand même dans le monde de la finance. Et pour en parler, nous avons interrogé Sandrine Anguéard, qui est responsable de la structuration des impacts pour Positive Impact Finance à la Société Générale. Sandrine Anguéard, première question pour vous. La Société Générale s'est prononcée immédiatement dès juillet 2017 en faveur de l'application du référentiel climat de la TCFD. Intégrez-vous déjà aujourd'hui les apports de la TCFD dans votre analyse de risque client ? Alors oui, tout à fait. On intègre l'analyse risque climat dans notre analyse client, puisque déjà on part du principe évident que les risques liés au changement climatique sont des facteurs aggravants des risques de nos clients, et que donc on a intégré tous ces éléments d'analyse du risque climat dans nos process d'analyse du risque. Ça fait bien évidemment partie de notre gestion des risques en vigueur chez Société Générale. Les éléments de la TCFD sont des outils pour nous, effectivement, qui ont été intégrés en reprenant notamment la définition de risque de transition et de risque physique tel que défini par la TCFD. Nous avons développé des outils d'identification et d'évaluation de ces risques sur nos portefeuilles. Avec notamment, par exemple, l'indice de vulnérabilité au risque de transition. Et lorsque nous avons un risque identifié, nous avons des process en place pour, dans le cadre de notre relation client,
documenter et analyser avec nos équipes de risque une évaluation de la stratégie climat de nos clients pour effectivement mesurer sa capacité d'adaptation. Pensez-vous que la TCFD devrait devenir obligatoire pour toutes les sociétés cotées, selon vous ? Bon, alors après, le référentiel climat de la TCFD fournit très clairement un outil pour analyser les risques climat. Aujourd'hui, cet outil, on a des choses très très similaires qui sont reprises dans ce qui va en tout cas s'imposer au niveau européen au travers de la Commission européenne pour le reporting extra-financier en intégrant effectivement les sujets climat. Et donc c'est une voie un peu indirecte pour rendre obligatoire la TCFD. Mais je pense qu'il faut avoir en tête aussi que la plupart des sociétés cotées aujourd'hui ont une analyse de leur risque climat qui est déjà très avancée, puisqu'ils ont été même pour la plupart bien au-delà en définissant un plan climat pour y répondre et pour adapter aussi leurs activités. Donc le TCFD définit un cadre qui pourra permettre certainement aux entreprises cotées, pour celles qui ne l'ont pas encore intégré, de définir dans le cadre d'un langage commun une stratégie climat que pour la plupart elles ont déjà toutes définies. C'était Sandrine Anguéard. Donc, justement, les risques climat. S'agissant des risques climat, si on peut s'y arrêter quelques minutes, Brice, ils sont répartis, je crois, par la TCFD. Enfin, je crois, j'en suis sûre, puisque nous avons fait, nous aussi, notre rapport TCFD, pardon. Ils sont répartis en deux grandes catégories. Les risques liés aux impacts physiques du changement climatique et les risques liés à la transition vers une économie à faible émission de carbone. Tout à fait, Valérie. Alors vous l'avez rappelé en début de cette émission, le World Economic Forum a démontré qu'il y avait énormément de risques qui étaient liés au changement climatique dans les catégories majeures des risques appréhendés par la société. Les risques physiques sont les plus simples à appréhender, donc physiques dans le sens où ce sont des événements météorologiques ponctuels qui peuvent être à intensité et à fréquence variable et qui peuvent avoir des impacts sur les infrastructures, sur par exemple la délivrance des délais d'ouvrage qui peuvent être plus longs et non couverts par des clauses contractuelles, ou encore tout ce qui peut être disruption de tout ce qui est approvisionnement des matières premières, en matière de supply chain, etc. Ces risques physiques vont évoluer dans le temps, bien entendu, dès lors que les conséquences du changement climatique vont s'aggraver. Donc il y aura une incidence sur la fréquence, l'intensité et la démultiplication, on va dire, des conséquences. Et donc ça, c'est assez facile à appréhender, assez facile à mesurer. Quand je dis assez facile, je prends des pincettes. La deuxième catégorie de risques, ce sont des risques de transition. Et quand on dit transition, c'est on ne sait pas encore dans quel monde on va évoluer, mais dépendant des pouvoirs publics, dépendant des investisseurs et de comment les entreprises et cet écosystème va évoluer, il va y avoir des changements majeurs en termes de réglementation, en termes de tendance de consommation, en termes de modification de marché, ou en termes même d'évolution technologique plus ou moins financée par les apporteurs de capitaux. Et ça, ce sont des risques de transition qui doivent être également pris en considération dans la définition, on va dire, de l'évaluation du risque financier lié au changement climatique. Christian, ces risques ont été identifiés chez FH et lesquels ont été retenus ? Alors, concrètement, pour les deux catégories de risques, d'abord les risques physiques, FH a identifié un risque d'inondation sur différents sites de carrières. Nous avons des carrières situées en France, en Allemagne, en Espagne, 126 sites au total. Et donc, nous sommes partis d'une cartographie de ces carrières pour anticiper les risques d'inondation. Donc, à la fois les dégâts matériels au site et, vous en parliez, les ruptures d'approvisionnement, puisque ces carrières alimentent une partie de nos chantiers de construction routière. Donc, c'est le risque physique que nous avons analysé. Et puis, en matière de transition, deux risques qui touchent le domaine RH. La construction est un gros employeur en général. Et donc, un premier risque d'attractivité des talents et des nouveaux. On sait que les plus jeunes sont particulièrement sensibles à ce risque-là. Donc un risque qui porte sur notre marque employeur. Et enfin, un deuxième risque de formation des équipes aux nouvelles techniques de construction bas carbone qui sont nouvelles. Et donc un risque de dépréciation de nos équipes si on n'est pas vigilant au volet formation.
Très bien. Alors, une particularité importante de la TCFD, c'est qu'elle exige une approche des risques, on vient de le voir, sans omettre pour autant ce qu'on appelle les opportunités. Alors, je vais être très clair sur le terme, hein. C'est une traduction de l'anglais opportunity. Pardon de le dire comme ça, parce que je ne considère pas du tout qu'il y a une opportunité dans le changement climatique, hein, que les choses soient claires, c'est une catastrophe. En revanche, ce que veut dire la TCFD, c'est qu'il y a des mutations de business model qui sont possibles pour répondre aux nouveaux besoins engendrés par les conséquences du changement climatique et que ça doit être étudié à l'aune du rapport climat. Donc, une fois ces précisions faites, Christian, parmi les nombreuses opportunités, donc, Eiffage a choisi de mettre en avant ce qu'on appelle les opportunités de transition. Voilà, dans le rapport climat, nous avons identifié 2 familles d'opportunités. Une qui touche vraiment au métier. Il s'agissait d'aller mettre toutes nos expertises métiers en tension pour formuler des solutions bas carbone, pour accompagner la demande d'innovation de nos clients qui veulent des infrastructures non seulement bas carbone, mais également résilientes au changement climatique. Donc, beaucoup d'innovation sur des procédés bas carbone. Et puis, une deuxième famille d'opportunités qui est la financière, pour attirer des investissements publics et privés orientés vers des solutions bas carbone à travers une offre, alors on y tient, qui soit lisible, innovante, brevetée, éprouvée par des premières réalisations concrètes qu'on a pu mettre en avant dans ce rapport. Donc c'est ce que nous avons fait de façon à rendre notre business model de plus en plus pérenne et donc moins carboné. Moins carboné. Alors, autre particularité de la TCFD, alors là c'est plus complexe, c'est la formulation de scénarios climatiques qu'il faut prendre en compte pour étayer cette stratégie climat, depuis la maîtrise des risques jusqu'aux nouvelles opportunités. Alors Brice, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la formulation des scénarios ? Alors, les scénarios climatiques, c'est la pierre angulaire de la stratégie climat d'une entreprise. Ce sont des projections et non des prédictions. Pour rappel, vous l'avez dit, c'est une catastrophe le changement climatique et il n'y a pas de track record à l'ère industrielle qui nous permet de nous projeter. Donc, dès lors, il va falloir faire plusieurs hypothèses, challenger un certain nombre de variables et formuler ces critères de manière à pouvoir le transformer en un outil stratégique d'aide à la décision au niveau des processus clés de l'entreprise. Donc, il y a des incertitudes, il y a plusieurs mondes, plusieurs implications. Le but du jeu est de choisir, on va dire, celui qui prévaut le plus à la situation actuelle et là où cherche à se projeter l'entreprise. En termes de scénarios, on peut en citer 3 grandes catégories. Le premier qui se qualifie de scénario d'émissions et qui décrit comment vont évoluer les émissions de gaz à effet de serre entre l'an 2000 et la fin du premier centenaire, 2100, en fonction d'un certain nombre d'hypothèses, que ce soit sur la croissance économique, démographique, la demande en énergie, etc. Et donc, l'Agence internationale de l'énergie produit un certain nombre de variables pour arriver à qualifier ce scénario. Le second type de scénario, c'est le scénario climatique. Il y a le groupe d'experts internationaux pour le climat qui délivre un certain nombre de rapports avec un certain nombre de scénarios, donc le GIEC, et notamment les scénarios les plus connus sont les scénarios RCP, qui là représentent comment le climat va évoluer en fonction des interactions climatologiques et cherche à projeter un certain nombre de variables au même titre que la croissance démographique et autres, mais qui est beaucoup plus terre à terre par rapport aux enjeux terrain sur lesquels pratiquent les entreprises. Et enfin, les troisièmes catégories de scénarios sont des scénarios de vulnérabilité. Donc là, on est plus dans comment nous allons présenter les conséquences du changement climatique sur les différentes activités, ressources, qui touchent et qui composent l'écosystème de la société actuelle. Donc le secteur agricole ou la santé humaine sont bien entendu deux secteurs qui sont très concernés par ce type de scénario. Dernier point, il faut rappeler, comme je le disais au préalable, ce sont des scénarios qui ne sont pas exhaustifs, ce sont des hypothèses, des projections, et il faut arriver à naviguer par rapport à l'ensemble de ces incertitudes pour formuler la stratégie climat d'une entreprise. Alors Christian, une réaction ? Oui, pour respecter l'accord de Paris, les objectifs fixés par l'accord de Paris et le GIEC, bien sûr, les entreprises ont été fortement incitées à utiliser des scénarios de transition qui mettent en œuvre donc les trajectoires d'émissions de gaz à effet de serre respectant l'augmentation de température à 2 degrés, voire 1,5 degré. Donc, ça permet à tout un chacun de mesurer la trajectoire et le parcours qui reste à réaliser. Le choix d'Eiffage s'est porté sur le scénario dit de transition suivant la trajectoire 2 degrés.
nous pourrons éventuellement l'amender et relever l'objectif sur la trajectoire 1,5 degré. Oui, alors c'est important que vous le citiez parce que finalement, viser une trajectoire 1,5 degré, nos auditeurs ont peut-être l'impression qu'entre 2 degrés et 1,5 degré, il n'y a pas beaucoup de différence, mais en fait, c'est beaucoup plus ambitieux. Et d'ailleurs, ça nécessite d'impliquer l'ensemble de la chaîne de valeur de l'entreprise. C'est d'ailleurs une autre recommandation de la TCFD. Brice, est-ce que vous pouvez nous rappeler notamment ce qu'est le scope 3 ? Je crois que c'est vraiment à ce stade qu'il faut donner quelques explications sur le scope 3. Alors, Christian le rappelait il y a quelques minutes, il y a beaucoup de choses qui sont faites sur le scope 1 et 2, donc c'est le scope opérationnel des activités, et vous l'avez justement dit, le scope 3, c'est la chaîne de valeur. Lorsqu'on considère une chaîne de valeur, il y a l'amont, donc principalement l'approvisionnement. En ce qui concerne EFH, c'est l'approvisionnement des matériaux, la gestion et le traitement de déchets qui peuvent être en temps qu'intrants. Et puis il y a l'aval, et donc l'utilisation de vos différents actifs qui sont produits et fournis aux différents clients. Et donc ça peut être l'autre phase de gestion des déchets en termes de fin de vie, et puis la phase d'utilisation des bâtiments ou d'autres actifs que vous fournissez. Le calcul des émissions de gaz à effet de serre est bien appréhendé sur le scope 1 et 2, ça a un historique qui est relativement c'est même pérenne. Obligatoire. C'est même obligatoire, vous avez raison de le souligner. Le scope 3, en revanche, c'est plus délicat. Il y a un certain nombre de méthodologies et puis c'est assez difficile de savoir jusqu'où on remonte, jusqu'où on va en aval par rapport à ça. Excusez-moi de vous interrompre, Brice, mais justement, en général, nous, on calcule le scope 3A, c'est-à-dire ce qu'on appelle le scope 3 amont, la totalité des entrants. Par contre, on s'arrête au moment où on livre l'infrastructure au client ou bien le bâtiment au client, parce qu'il nous est très difficile de savoir comment ça sera maintenu, utilisé et la fin de vie. C'est là toute la complexité entre où se situent les poches de génération d'émissions de gaz à effet de serre sur la chaîne de valeur et le pouvoir d'influence que vous pouvez avoir au niveau de votre écosystème de parties prenantes pour pouvoir infléchir les trajectoires. Néanmoins, le scope 3 est de plus en plus demandé. On peut citer l'initiative internationale SBTI pour Science Based Target Initiative qui cherche à prendre en considération les demandes d'entreprises, de valider leur alignement sur une trajectoire, que ce soit 2 degrés ou 1,5 degré. Et pour cela, si jamais il est évalué que le scope 3 correspond à plus de 40% des émissions totales de l'entreprise, dans les critères qui permettent de se projeter, il faut les prendre en considération. De la même manière, la LTECV, donc la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte, a beaucoup fait parler d'elle en 2015, avec le fameux article 173 qui touchait aussi bien les entreprises que les fonds d'investissement. Au niveau des entreprises, au-delà de communiquer sur les risques climatiques liés au changement climatique, c'est la prémisse de la TCFD, il y avait une demande qui était d'intégrer dans les déclarations de performance extra-financière non seulement le scope 1 et 2, mais surtout les émissions de gaz à effet de serre qui contribuaient ou qui étaient générées par l'utilisation des produits, biens et services que l'entreprise générait. Donc là, on est clairement sur du scope 3. Alors moi, j'ai une réaction à vous entendre. D'abord, l'obligation de suivi du scope 3, c'est, comme je disais, quand même très compliqué et ça renforce la transversalité entre les acteurs de l'entreprise. Là, on casse les silos vraiment entre direction financière, direction RSE, direction des achats, direction de la comptabilité, parce que, et sans oublier d'ailleurs les différentes parties prenantes comme nos clients et nos fournisseurs. La question des fournisseurs est primordiale dans le secteur du BTP. Vous disiez qu'au-delà de 40% des émissions totales de l'entreprise représentées par le scope 3, il faut absolument prendre en considération la supply chain. Alors, chez Eiffage, selon les métiers, le scope 3, c'est de 70 à 90% du bilan carbone qui proviennent des matériaux et des process entrants. Voilà. Donc la question des fournisseurs est absolument primordiale dans le cadre du BTP à cause justement de ce poids des matériaux entrants. Christian, une réaction ? Oui, mais c'est colossal et c'est aussi pour ça que notre stratégie de réduction des émissions est double. D'abord, on l'a dit, on a intérêt à être exemplaire sur nos propres émissions, mais en tant qu'acteur de la construction, on veut surtout permettre à nos clients d'éviter des émissions en leur proposant dans nos offres des solutions innovantes bas carbone. Et dans cette optique, Eiffage a créé le club industriel Sequoia en partenariat avec l'incubateur Impulse Partner, qui est spécialiste de l'innovation dans la construction. Sequoia est une plateforme carbone et climat entièrement dédiée aux matériaux et procédés bas carbone. Nous y avons associé 9 partenaires industriels, 113 solutions ont été déposées et 20 ont donné lieu à une présélection, un pitch, 11 ont été retenus et ces 11 solutions seront
mises en œuvre sur des chantiers de construction du groupe. Oui, si je peux me permettre, Christian, c'est que le début, puisqu'il n'y a eu que 2 appels à solutions pour le moment par Sequoia. Et on fait aussi beaucoup d'autres choses en termes de coopération entre partenaires sur la plateforme Sequoia. Alors, les perspectives d'avenir pour cette TCFD, elle est un peu en train de conquérir le monde, comme le disait tout à l'heure Sandrine Anguéard de la Société Générale. Alors, moi, j'ai repéré en préparant cette émission quelques informations intéressantes. Les autorités néo-zélandaises et britanniques ont déjà annoncé que le reporting TCFD serait obligatoire dans leur pays pour leurs entreprises. Le Canada oblige les entreprises qui répondent aux appels d'offres de commandes publiques à être alignées sur la TCFD. Et puis tout récemment chez nous, le président Macron a annoncé en décembre dernier que dès 2021, le principal indice de la Bourse de Paris devrait appliquer les règles de reporting de la TCFD. Brice, une réaction à cette généralisation, si je puis dire. Alors je crois qu'on va revenir justement à la commission, comme l'avait souligné Sandrine tout à l'heure. Oui, les régulateurs régulent, les superviseurs supervisent et ils adorent s'inspirer des initiatives qui sont plébiscitées par le marché. Donc effectivement, la Commission européenne recommande depuis 2019 l'adoption du reporting TCFD dans les lignes directrices sur la publication d'informations relatives au climat. Lors de l'interview précédente, ça sera vraisemblablement injecté dans la révision de la directive européenne sur le reporting extra-financier. Et de même, il faut citer un réseau, le Network for Greening the Financial System, qui regroupe plus de 70 banques centrales et superviseurs et qui pousse sur l'adoption de la TCFD. Très bien. Christian, vous en tirez quelles conclusions pour une entreprise comme Eiffage ? Les conclusions, c'est ce qu'on a fait en 2020. En fait. Oui. C'est notre premier rapport carbone-climat publié en avril, TCFD compatible, et puis les efforts que nous avons mis en œuvre pour démontrer l'efficacité de notre politique avec l'obtention couronnée par l'obtention de la note A-, ça a été dit au CDP. Donc, effectivement, nous en sommes ravis. En même temps, on s'aperçoit que chaque fois qu'on progresse, on relève l'objectif. Et il ne faut pas sous-estimer la charge de travail que demandent toutes ces structuration d'informations, collecte, réponse à des questionnaires. C'est chronophage à plusieurs niveaux de l'organisation. Ça a été évoqué aussi à plusieurs reprises. Oui, et puis il faut l'expliquer aussi à notre corps social. Et finalement, dans une grande entreprise, on ne peut pas modifier les directions stratégiques à chaque fois qu'il y a une modification de la réglementation. C'est compliqué. Enfin, on est obligé de le faire, mais c'est compliqué à expliquer et à emmener la totalité du corps social. Brice, une réaction, si la TCFD s'impose, est-ce que ça sera déjà une forme de rationalisation finalement, d'harmonisation ? Alors, c'est un cadre qui permet d'avoir un prisme d'analyse des risques qui convient aux investisseurs, au marché et aux entreprises. Néanmoins, et à chaque fois qu'on en parle justement à des directions financières, les directions financières nous disent c'est bien beau, mais il va falloir normaliser tout ça, parce qu'il y a un moment pour avoir des vrais outils d'aide à la décision. Si on n'a pas un reporting normalisé extra-financier au même titre que le financier, on va avoir du mal à créer ou à naviguer dans cet écosystème pluridisciplinaire. Et donc, quelque chose qui est intéressant, c'est de voir la pléthore d'agences, d'organismes ou de référentiels ou frameworks qui existent sur le reporting extra-financier au sens local, européen et international. Il y a des coalitions, ou en tout cas des regroupements qui commencent à se faire. Et notamment, fin 2020, les principaux organismes normalisateurs et agences de notation, on peut citer le CDP, le CDSB, le GRI, l'IRC ou le SASB, commencent à vouloir travailler ensemble. Et donc, ce n'est pas demain la veille, mais on va voir apparaître une sorte, en tout cas, d'interaction entre l'ensemble de ces référentiels. On l'attend. On l'attend, oui. Alors, l'Union européenne, dans tout ça, elle ne reste pas inerte sur ces sujets. On a plusieurs fois évoqué la Commission européenne qui prépare, comme vous le disiez, Brice, le cadre d'un futur reporting extra-financier qui réfléchit aussi à une nouvelle gouvernance. Parallèlement, la Commission a demandé aux autorités européennes de supervision d'identifier les risques sur la stabilité financière qui sont liés aux facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance. Vous le soulignez tout à l'heure, en Europe, on est attaché à la pluralité des critères développement durable, ce qui nous amène à notre troisième partie, économie durable et projets européens. Des villes et des hommes, le débat, troisième partie. Alors, l'Europe semble déterminée à conserver une forme de longueur d'avance sur les initiatives de finances durables. Alors, quelques rappels importants, je pense, au début de cette troisième partie. L'Union européenne a acté le relèvement de l'effort de réduction des gaz à effet de serre en Europe de 40% à moins 55% à l'horizon 2030. C'était en décembre dernier. Et puis, toujours la neutralité carbone en 2050. Il y a également ce formidable projet qui a été voté au Parlement européen, le Green Deal
Deal, présenté en décembre 2019 et qui a pour objectif de rendre l'économie de l'Union européenne plus durable. Dans ce but, il prévoit aussi, ce Green Deal, de refondre, vous le disiez tout à l'heure Brice, la directive sur le reporting extra-financier qui est à l'origine de ce qu'un certain nombre d'auditeurs connaissent, ce qu'on appelait à une époque le rapport annuel, le rapport RSE et maintenant la déclaration de performance extra-financière depuis 2014. Donc ce nouveau texte devrait également définir des critères communs, enfin, au reporting extra-financier et puis identifier aussi des indicateurs clés communs pour permettre les comparaisons entre entreprises de l'Union européenne. Enfin, nous avons la taxonomie. Alors, c'est un terme peut-être un peu bizarre pour certains de nos auditeurs, mais nous allons devoir devenir familiers de cette expression. Brice, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots ce qu'est la taxonomie européenne et ses objectifs ? Alors, un grand sujet à expliquer en quelques mots. On parlait de normalisation, on y est. La taxonomie, c'est un outil qui va permettre de qualifier qu'est-ce qui est vert de ce qui est non vert pour avoir un élément de langage commun entre les entreprises et les investisseurs. Le but, la philosophie, c'est de modifier les apports de capitaux des investisseurs vers les entreprises, les technologies et les activités qui s'inscrivent dans une trajectoire de neutralité carbone. Pour ce faire, on raisonne en activités qui sont alignées. Ça ne veut pas forcément dire que celles qui ne sont pas alignées à la taxonomie sont forcément brunes, mais pour l'instant, on raisonne en activité neutre ou habilitante vers une économie neutre en carbone. Plusieurs filtres. Le premier filtre pour qu'une activité soit considérée comme verte. Et je ne parle pas que du changement climatique. L'Union européenne, on le rappelait, cherche à qualifier l'ensemble de l'environnement. Il faut que l'activité économique de l'entreprise, qui peut en avoir plusieurs, coche au moins un des 6 objectifs environnementaux qui ont été définis par l'Union européenne. Les 2 premiers touchent le changement climatique. Donc c'est l'atténuation du changement climatique, l'adaptation au changement climatique. Les 4 autres objectifs touchent d'autres formes de respect de l'environnement qui sont l'utilisation durable et la protection des ressources aquatiques et marines, la transition vers une économie circulaire, on en parlait il y a quelques minutes, la prévention et la réduction de la pollution eau, air, sol, et enfin tout ce qui touche à la biodiversité qu'on voit de plus en plus apparaître ces derniers mois, donc la protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes. Ces activités doivent cocher un des 6 objectifs. Elles peuvent être des activités d'ores et déjà neutres en carbone, des activités de transition vers la neutralité carbone ou des activités qui permettent de réduire les émissions d'autres activités, donc des activités habilitantes. Ce n'est pas parce qu'on coche un des 6 critères qu'on peut de facto qualifier un chiffre d'affaires, un CAPEX et un OPEX comme étant alignés. Il faut également que ça ne porte pas préjudice aux autres objectifs environnementaux qui ont été préalablement cités, ni que ça porte un préjudice à l'aspect sociétal dont on parlait, dont est friande l'Union européenne, et donc le respect des droits humains ou des libertés fondamentales du travail, que ce soit l'OIT ou celle respectant l'OCDE. Alors, Brice, juste un exemple, si je puis me permettre, pour être bien clair avec nos auditeurs. Eiffage fabrique des mâts d'éoliennes. Un mât d'éolienne, c'est de l'acier. Est-ce que je peux être considérée comme une activité habilitante vers un monde moins carboné et donc considérée comme activité verte ? Alors, la production d'acier peut avoir, selon les matériaux qui ont été utilisés, selon les procédés, les technologies qui ont été utilisées, comme étant captées pour pouvoir être flaguées par rapport à la taxonomie, mais également la production de ces matériaux qui peuvent être plus légers avec certains alliages et qui sont utilisés dans des bâtiments qui, eux, sont une activité extrêmement forte contribuant au changement climatique, peuvent également permettre de le qualifier en termes d'activité habilitante quant à l'utilisation de ces bâtiments ou d'autres infrastructures. Donc la taxonomie est un outil où il faut arriver à jouer avec de manière à pouvoir arriver à qualifier où c'est qu'on rattache les points pour ensuite mettre en place ces systèmes d'information afin de capturer les données financières liées. Alors ça va être un gros travail pour qualifier l'ensemble du chiffre d'affaires. Bon, néanmoins, on peut considérer que cette taxonomie européenne est quand même très avancé en termes de projets de société et d'économie durable, parce que c'est une approche globale qui intègre, vous l'avez dit, les questions sociales et environnementales. Ça ne doit pas forcément plaire à d'autres blocs régionaux mondiaux comme l'Amérique du Nord ou l'Asie. Alors, pour nous parler de l'intérêt de cet outil de classification pour les investisseurs, nous avons la joie d'accueillir Caroline Lemot, qui est responsable de la recherche environnement, social et gouvernance pour le fonds Amundi. Caroline Lemot, première question pour vous. En tant qu'investisseur mondial, quel regard portez-vous sur la future taxonomie européenne et surtout comptez-vous l'appliquer à des investissements non européens ?
Alors déjà, nous, on est favorable aux taxonomies en général. On crée souvent des taxonomies parce que nous, on a un enjeu en tant qu'investisseur de volumétrie. On investit dans beaucoup d'entreprises et on aime pouvoir les comparer les unes aux autres. C'est pour ça qu'on est toujours favorable à une certaine normalité, une normalisation et donc aux taxonomies. C'est pourquoi on est de toute façon favorable à la taxonomie européenne. On a aussi regardé les autres taxonomies. Il y a d'autres taxonomies qui sont comparables à la taxonomie européenne qui sont en train de se développer en Asie notamment. Et donc, on les regarde favorablement. Nous, on va les prendre en compte et évidemment, on va les prendre en compte sur l'ensemble de nos investissements, sachant que de facto, quand on regarde même une entreprise européenne qui aurait des activités hors Europe, on appliquera cette taxonomie. Mais l'idée de cette taxonomie, c'est bien de se mettre dans la dynamique de la transition énergétique, de l'alignement avec les accords de Paris, et certaines activités qui peuvent ne pas être alignées avec les accords de Paris en Europe peuvent l'être dans d'autres géographies. Donc l'idée à terme, ce ne sera pas forcément faisable, c'est qu'on puisse avoir ce type de granularité et de précision. Alors, vous construisez actuellement des fonds indiciels dont la particularité est de ne rassembler que des valeurs d'entreprise qui prennent en compte les enjeux climatiques. Quels sont les critères déterminants à vos yeux pour la section de ces valeurs ? Alors, donc nous avons un certain nombre de fonds qui sont assez variés. Nous avons effectivement des fonds indiciels et des fonds en gestion active. On a chaque fois des fonds qui prennent en compte les enjeux climatiques. Et donc, ils ont à chaque fois leurs propres critères. Donc, il y a une variété de critères. Par contre, on peut voir un certain nombre de choses communes. D'une part, c'est souvent des fonds qui vont exclure des activités qui contreviennent aux accords de Paris ou en tout cas qui ne nous permettraient pas d'être alignés. Ça va être réellement vrai sur tout ce qui est exposition au charbon, sur lequel on exclut les valeurs exposées au charbon ou qui créent des nouvelles capacités. Et par ailleurs, on va regarder un certain nombre de critères. Alors, ça peut passer par ce que l'on appelle le science-based target, c'est le fait que ces entreprises aient publié un objectif de diminution de leurs émissions. Si possible, que ces objectifs soient déclarés en utilisant des méthodologies normalisées. Et c'est pour ça qu'on pousse beaucoup nos émetteurs, donc les entreprises dans lesquelles on investit, à rejoindre des initiatives du style SBTI, c'est-à-dire Science Based Target Initiative. Donc on va regarder ça, on va regarder le niveau d'émission, mais ça c'est quelque chose qu'on regarde, mais qui ne sont pas forcément toujours notre premiers objectifs, parce que le niveau d'émission en tant que tel n'est pas toujours exactement, ne nous dit pas exactement comment l'entreprise est alignée avec les accords de Paris, et nous développons avec notre actionnaire principal, le Crédit Agricole, des notations qu'on appelle de transition énergétique pour qualifier comment l'entreprise est alignée, fait sa propre transition. Voilà, c'était donc Caroline Lemot d'Amundi. Alors, il y a un certain nombre d'inconnus aussi auxquels l'Union européenne devra répondre au fur et à mesure de la mise en place de la taxonomie. Christian, je me tourne vers vous. Comment les entreprises se saisissent-elles de ce sujet qui est quand même très très lourd et relativement nouveau ? Concrètement, dans nos activités opérationnelles, on a demandé aux métiers de plancher sur des plans d'action pour développer massivement l'offre bas carbone, pour décarboner le chiffre d'affaires, et ça se traduit par des plans très concrets, des actions dans le domaine de la route, avec la mise au point de procédés recyclables ou biophases, donc à base de liants biosourcés et de recyclage en place. Et dans l'énergie, nous avons énormément poussé l'axe énergie renouvelable et orienté notre R&D vers tout ce qui est stockage de carbone.
Ça, c'est pour l'interne. Et puis, je l'ai dit, sur la croissance externe, la stratégie d'EFAGE de croissance externe fait la part belle aux activités décarbonées. Nous sommes renforcés dans le domaine de la construction ferroviaire, dans le domaine de la construction bois ou à base de conteneurs recyclés. Voilà. Alors, merci pour ces exemples, oui, parce qu'on voit bien ce que ça veut dire, en fait, de prendre en considération les conséquences du dérèglement climatique à travers une stratégie d'entreprise très concrète. R&D et croissance externe. R&D et croissance externe. Alors, Brice, une réaction ? Là, ce que Christian dit, c'est du concret. Et ce qui est très intéressant, c'est si on rattache la taxonomie, qui est un outil, à du concret, eh bien, on peut mettre en place des mécanismes d'incentive. Et donc, typiquement, dans ce principe de réalité économique et commerciale, la France a d'ores et déjà décidé, en octobre 2020, que, par exemple, les financements publics à l'export vont intégrer progressivement cette taxonomie et exclure, on va dire, progressivement le soutien à d'autres activités en lien avec les énergies fossiles à l'étranger. Et donc, typiquement, on voit ces mécanismes qui vont apparaître, qui vont favoriser, on va dire, l'adoption de ces lignes et grands principes de normalisation au niveau des émetteurs. Il est également question d'un bonus climatique à l'export pour la France ? Alors oui, ça a été cité, un bonus climatique. Donc le gouvernement français a annoncé la mise en place le 1er janvier 2021 d'un mécanisme. Néanmoins, on n'en sait pas plus. Et donc on attend d'en savoir un peu plus et la fameuse articulation avec cette taxonomie. Oui, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le gouvernement soutient des projets à l'export qui sont considérés comme durables, on va se baser sur la définition que donne la taxonomie de ce qu'est une activité durable. Tout à fait. Et alors, au-delà de la définition, il faut que les entreprises arrivent à montrer qu'il y a une part de leurs états financiers qui sont alignés et surtout la projection, donc comment cette part va évoluer. Et ce qui va permettre, on va dire, ces mécanismes. Très bien. Alors, encore une question pour vous, Brice. Comment les entreprises se préparent concrètement à la taxonomie ? Je vous pose la question parce que KPMG a publié un rapport qui présente justement les premiers retours d'expérience des entreprises qui ont essayé à blanc de se projeter dans la taxonomie. Alors effectivement, c'était un rapport avec l'Observatoire RSE des entreprises et notamment le Trésor et l'OCDE. Donc, pour un premier point, c'est les critères d'examen technique, parce qu'il y a différents cas d'usage qui doivent être pris en considération, et en même temps des critères de production. Et donc, ce sont deux approches différentes qu'il faut arriver à réconcilier de manière à pouvoir concrètement rentrer dans la taxonomie. Deuxième chose, c'est pour pouvoir arriver à qualifier l'ensemble de ces on va dire, activités, on a besoin de data. La data, elle n'est pas tout le temps existante au niveau financier, extra-financier, et puis elle n'est pas forcément tout le temps mature et auditable. Donc il y a un gros enjeu au niveau des systèmes d'information extra-financiers et comptables, et business, si je puis dire, pour arriver à qualifier et à recatégoriser les différentes activités éligibles. L'objectif de cet exercice, c'est la publication d'informations comparables, puisque les investisseurs les injecteront dans leur portefeuille de gestion d'actifs, comme le disait Madame Lemot il y a quelques minutes, et les entreprises vont devoir les fiabiliser. Donc il y aura un enjeu également de vérification de l'ensemble de ces données, dès lors que l'on va parler des données clés financières de l'entreprise, qui sont le chiffre d'affaires, les investissements CAPEX et les dépenses opérationnelles d'exploitation, les OPEX. Et enfin, c'est un outil. Cet outil, soit on le considère comme une simple compliance réglementaire et une énième compliance réglementaire, soit on se dit, tiens, c'est la première fois où on va lier complètement le financier et l'extra-financier. Il y a de multiples cas d'usage. Un d'entre eux était, on va dire, les bonus et les mécanismes incitatifs du financement à l'export. Il y a pas mal d'autres cas d'usage qui resteront à découvrir. Et donc, comment va-t-on qualifier le niveau d'ambition d'intégration de cet outil ? Ça, c'est une question que les entreprises doivent se poser et y répondre très rapidement. Alors, Christian, le dernier point nous parle, particulièrement pour EFAGE. On est donc dans un rapprochement nouveau entre périmètre et outils de collecte de données financières et de données extra-financières. Ça, c'est clair. Le périmètre qui est extrêmement structuré, normé pour la consolidation financière doit être le même pour la consolidation extra-financière. À terme, on y procédera par étapes, mais à terme, on doit faire converger ces deux périmètres, c'est clair. Et comment on se prépare ? Est-ce qu'on a un outil informatique dédié, ce qu'on appelle un ERP, pour remonter les données extra-financières ? On n'a pas, et je pense qu'il n'y a pas sur le marché d'ERP extra-financier. En revanche, on a des systèmes d'information structurés en finance, en RH, avec beaucoup de données. Et donc déjà, de façon générale, et là je ne parle pas que de la taxonomie, je parle de toute la donnée extra-financière, on doit pouvoir puiser dans les systèmes d'information existants. On s'en occupe, on a démarré un chantier là-dessus, des informations pour traduire
des euros, par exemple, du système de l'ERP Finance en quantité. Donc on peut faire beaucoup de choses et je pense que tout ce qu'on arrivera à faire concourra à une meilleure fiabilité de l'info extra-financière. Et puis, bien sûr, ce sera moins chronophage parce qu'aujourd'hui, la collecte commence à devenir, avec son inflation fastidieuse. Oui, alors pour le directeur de développement durable que je suis, je peux vous dire que c'est le rêve, parce que ça veut dire qu'on pourrait avoir trimestriellement, par exemple, plutôt qu'annuellement, les émissions de gaz à effet de serre, la consommation d'eau, la consommation d'énergie avec les différents types d'énergie. Ça permettrait peut-être aussi, pourquoi pas, d'induire des bonus dans la rémunération variable des dirigeants basés sur la performance sociale et environnementale. C'est déjà partiellement le cas, notamment chez Eiffage avec notre PDG, dont le variable est impacté par la réduction des accidents du travail et par la réduction de l'empreinte carbone, mais ça pourrait être encore plus généralisé avec des données très, très régulièrement remontées et fiabilisées. Ce qui serait cohérent avec les plans d'action bas carbone sur lesquels les planches. Absolument. Alors, ces questions concernent effectivement tout le management de l'entreprise. Je voudrais juste, en fin d'émission, on touche à la fin de notre émission, terminer sur une note enthousiasmante. Parce que finalement, derrière les termes techniques qu'il faut bien utiliser, parce que tout ça, c'est très sérieux, ce projet de taxonomie porte quand même en lui-même peut-être la remobilisation autour de la construction européenne pour une économie soutenable, environnementalement et socialement, ce qui est une différence, vous l'avez souligné à plusieurs reprises, avec d'autres état d'esprit économique, notamment anglo-saxon. Pour nous en parler, nous avons la chance d'avoir Michèle Rivasi, députée européenne du groupe des Verts au Parlement européen, qui nous a accordé une interview. Michèle Rivasi, première question pour vous. La taxonomie européenne sera appliquée d'ici 18 mois. Pensez-vous que l'objectif de cette taxonomie, justement, à savoir soutenir les activités compatibles avec les objectifs environnementaux et sociaux de durabilité et de nature à relancer la dynamique du projet européen, et justement en faisant le projet mondial le plus intégré en matière de progrès social et environnemental? Eh bien, l'objectif de cette taxonomie verte, elle est de correspondre d'une part aux défis climatiques et d'autre part de relancer une économie, je dirais, durable, qui tient compte à la fois, bien sûr, des problèmes environnementaux, j'en ai parlé sur le réchauffement climatique, mais aussi sociaux, parce que ça c'est nouveau, et il faut intégrer les deux. Et je pense que, d'une part, on a signé les accords de Paris, donc on a des engagements, et on le voit très bien avec l'affaire du siècle, qui montre que justement les États se sont engagés. Et donc s'ils se sont engagés, il faut qu'ils mettent en œuvre des politiques qui diminuent justement les gaz à effet de serre. Mais en même temps, il faut que, d'un point de vue social, on tienne compte des bases élémentaires, que ce soit sur un salaire minimum dans tous les États, que ce soit sur des conditions de vie acceptables pour tous les travailleurs, etc. Donc c'est vraiment relancer une dynamique à du sens à la fois planétaire et à la fois sociale. Est-ce que vous pensez que la taxonomie qui s'appliquera au marché intérieur aura des effets d'entraînement sur les marchés non européens, justement? Eh bien, je l'espère, mais c'est pas si évident que ça. Alors, je l'espère parce que si on est capable de montrer qu'en Europe, on entraîne une dynamique, je dirais, de prospérité, puisqu'il y aura un partage, puisqu'il y a cette dimension sociale et en même temps cette dimension planétaire sur les gaz à effet de serre, ça peut entraîner cette dynamique. Parce que qu'est-ce que les gens à l'extérieur regardent? Est-ce qu'il y a une qualité de vie qui a augmenté? Est-ce que le PIB a augmenté? Est-ce qu'il y a, voyez, cette dimension? Est-ce que les gens sont plus heureux? Si on est capable de montrer ça, qu'il y a une cohérence, il y a une solidarité, et en même temps, il y a une prospérité, vous voyez, je ne parle pas de croissance, je parle de prospérité, eh bien, les autres pays vont suivre. Mais il ne faudrait pas qu'il y ait double standard, c'est-à-dire qu'en Europe, on soit vertueux, et puis que tout ce qui est polluant, etc., on le déplace dans les pays, vous voyez, où il y a une législation moins forte. Alors, tout ce que j'espère, c'est ce que vous dites, c'est qu'il y a un entraînement par rapport à des objectifs ambitieux qui tiennent compte, bien sûr, de notre environnement, mais aussi des conditions de vie des gens. Voilà, alors nous arrivons au terme de notre émission et en conclusion, c'est assez difficile de faire une conclusion sur un sujet aussi vaste et sur lequel tout n'est pas encore dit ni écrit, mais
ce qu'on constate, c'est que finalement, l'extra-financier, donc la performance sociale, environnementale, l'éthique des affaires de l'entreprise vont être mieux documentés avec des informations plus fiables. Et finalement, ça peut devenir aussi un juge de paix économique avec la performance financière. Cette consolidation de l'extra-financier dans le paysage économique permet peut-être aussi une relecture écologique et sociale du rôle de l'entreprise privée qui a déjà été entamée législativement avec la loi Pacte depuis fin 2018 et puis l'arrivée de la raison d'être et des entreprises à mission. Et puis, last but not least, l'Union européenne, est-ce qu'elle peut s'acheminer vers un leadership mondial en termes d'économie soutenable ? Personnellement, je l'espère. Merci messieurs. Merci. Merci bien. Des villes et des hommes, une émission proposée en partenariat avec Eiffage.